Leïla Chaïd, on vient de passer une période d'une dizaine de jours avec des bombardements sur Gaza de la part de l'armée israélienne très intensifs, qui ont fait suite à des manifestations à Jérusalem-Est, dans le quartier de Sharjara, qui entendaient protester contre l'expulsion de familles palestiniennes qui devaient être remplacées par des colons juifs, plus des manifestations, y compris en Israël, dans les villes dites mixtes. Alors, comment est-ce que vous analysez d'abord cette situation aujourd'hui alors qu'un cessez-le-feu vient d'être déclaré? Je me félicite bien sûr d'un cessez-le-feu qui va sauver des vies à Gaza, des vies à Jérusalem, des vies en Cisjordanie, mais aussi des vies en Israël, parce que même si la disproportion est énorme entre les plus de 248, 250 morts, dont 66 enfants à Gaza, et les 12, mais les 12 c'est déjà de trop bien sûr, israéliens avec un enfant mort du côté israélien. Mais je voudrais commencer par dire, moi qui suis maintenant une vieille militante de la Palestine qui travaille en Europe depuis longtemps, que je suis profondément attristée, je dirais même choquée, que les médias, et je ne parle pas de l'Humanité, l'Humanité est un journal engagé, le journal de Jean Jaurès, le journal de Pierre Barbancé, de Patrick Leharic, vous êtes des citoyens militants journalistes. La preuve, c'est que tu viens de rentrer de Palestine, où tu as été sur place voir. Mais je parle de la télévision, des radios. Je trouve que c'est tragique qu'ils ne parlent des Palestiniens que lorsqu'ils meurent, lorsqu'ils sont tués, lorsqu'ils sont massacrés. Regardez, ça fait pratiquement 4 ans que personne ne parlait des Palestiniens. Comme si soudain, c'est devenu des fantômes. Ils ont disparu de la surface de la terre. On parlait des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc, soi-disant les pays qui vont faire la paix avec Israël. Et on avait enterré, même les militants qui sont mes amis me disaient, mais Leïla, personne ne parle de la Palestine, ils ont enterré. Je disais, attendez, le jour où on va de nouveau mourir, ils vont parler de nous. Ce qui veut dire que lorsqu'on est dans un tel déséquilibre de force, le sacrifice de sa vie, c'est ça ce que ça veut dire être martyr, le fidaï, celui qui donne sa vie pour sa patrie, c'est le seul moyen de se faire entendre lorsqu'on n'a rien. Je vous rappelle qu'Israël est une puissance nucléaire et qu'elle est la 4e armée du monde. Et donc, je voudrais commencer, parce que je voudrais rendre hommage quand même à ces victimes qui, elles, font que maintenant toute la presse, droite, gauche, américaine, chinoise, française, arabe, ce que vous voulez, ne parle que de ça depuis bientôt 2 semaines. Il y a eu 248 morts en l'espace de 11 jours à Gaza seul. Et parmi ces 248, 66 sont des enfants, 39 sont des femmes. Il y a des familles entières disséminées. Amira Haas, une grande journaliste israélienne, a répertorié nom par nom, parce que vous savez, lorsqu'on est bombardé, on a tendance à vouloir se mettre en famille, se cacher en famille dans un salon, dans une cave, dans une cuisine. Et lorsque la bombe détruit toute la maison, elle détruit la famille. Il y a plus de 20 familles disséminées, certaines familles de 10 personnes. Il y a 75 000 familles déplacées qui aujourd'hui habitent dans les écoles de l'UNRWA, des Nations Unies. Il y a 1447 unités de logement entièrement détruites et 13 000 unités de logement pour une population de 2 millions de civils qui sont endommagées. Il y a 4 tours de plus de 10 étages, 11 étages, 12 étages, 14 étages, complètement. Vos lecteurs les ont vus à la télévision parce qu'on a vu comment c'est des bombes à implosion. Ça veut dire que l'immeuble, en 3 secondes, devient des débris avec tout ce qu'il y a dedans, même si soi-disant, ils avertissent les habitants, comme si les habitants pouvaient aller dans beaucoup d'endroits, étant donné que c'est 356 km². Il y a 68 écoles, dispensaires, centres sanitaires et hôpitaux qui ont été détruits par les bombardements israéliens. Il y a 490 projets agricoles, il y a 300 entreprises qui ont été détruites, dont 7 usines qui ont été totalement détruites. Je veux dire les chiffres parce que je veux que et les lecteurs de l'Humanité et les gens qui vont voir sur Zoom cet entretien
se rappellent toujours combien le prix est cher. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Moi, je suis persuadée, et beaucoup de mes amis israéliens sont dans la même opinion que moi, c'est que M. Netanyahou, ayant littéralement échoué à former un gouvernement après la quatrième élection parlementaire, il n'est pas arrivé à avoir les 61 membres du Parlement dont il a besoin. Et comme le président a demandé à un autre parti politique de former le gouvernement, s'est dit que le meilleur moyen, c'est de provoquer un incident. La preuve que c'est provoqué, que l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, une semaine avant les événements de Jérusalem à l'esplanade des mosquées, Ehud Olmert a dit, vous allez voir, Netanyahou va provoquer un incident pendant le Ramadan à la grande mosquée parce que ça va lui donner l'occasion de faire un accrochage entre juifs et musulmans. C'est toujours la fibre de la guerre religieuse qui envenime les choses. Et bien sûr, ça n'a pas raté. Il a envoyé les soldats à l'intérieur de l'esplanade, à l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa, qui a tiré avec des bombes lacrymogènes sur les gens qui priaient à 5 heures du matin, et l'étincelle est partie. Je voudrais dire qu'il y a plusieurs strates. La première strate, c'est bien sûr la crise politique de M. Netanyahou, qui n'arrive pas à former un gouvernement, qui voudrait échapper aux 3 procès auxquels il fait face, qui voudrait, le seul moyen d'y échapper, c'est d'avoir une immunité, ou en tant que Premier ministre, ou en tant que président même. Qu'il est arrivé au terme de toutes ces tentatives de former des coalitions, même avec des partis racistes, extrémistes, religieux, qui étaient interdits en Israël même, parce que c'est les partis de M. Meir Kahana qui est interdit en France et aux États-Unis d'ailleurs. Et donc, il ne recule devant rien. Mais c'est tragique pour le peuple israélien d'être tellement manipulé, parce que c'est un peuple qui a peur. Je comprends qu'ils aient peur lorsque les bombes arrivent, ou les bombes, ce n'est pas les mêmes bombes que les F-16, mais c'est quand même des roquettes, c'est quand même des choses qui effrayent. Et le peuple israélien est un peuple qui a la peur ancrée dans son ventre depuis la Seconde Guerre mondiale, je le comprends. Et donc, je dirais que nous avons été tous victimes des ambitions démesurées de M. Netanyahou. Même le peuple israélien l'a été, même l'armée israélienne. On va voir ça maintenant parce que la presse commence, les soldats, les dirigeants, les généraux, les opposants de Netanyahou commencent à parler pour dire d'ailleurs que tous ces morts, inclut tous ces morts palestiniens, parce qu'il y a des Israéliens qui considèrent que les morts palestiniens, ces êtres humains, n'étaient pour rien que pour les ambitions de M. Netanyahou. Nous avons un deuxième contexte qui est très grave, qui est que lorsqu'on dit qu'on enterre une question d'un conflit aussi central, existentiel pour toute la Méditerranée, parce qu'il est au cœur de la Méditerranée, il est au cœur des rencontres des 3 civilisations, il est à un endroit qui touche non seulement ce lieu, regardez, il touche Paris, il touche New York, il touche Londres, regardez le mouvement de solidarité extraordinaire qu'il y a eu. Comment se fait-il? C'est vrai que il y a d'autres causes que la cause palestinienne, mais elle ne mobilise pas tellement les gens, parce que c'est un endroit central de la civilisation humaine. De la Jérusalem est une ville qui appartient au monde, elle n'appartient ni aux Israéliens ni aux Palestiniens. Et donc, je dirais que le fait qu'on a voulu mettre de côté, soi-disant en faisant la paix avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Soudan et le Maroc, 4 pays qui ne sont pas en guerre avec Israël, avec l'illusion que M. Trump, malheureusement, a fabriqué que ça, c'était la vraie paix, a fait que ça a ouvert le chemin à quelqu'un comme M. Netanyahou, qui est d'une telle arrogance qu'il croit qu'il peut mener tout le monde par le bout du nez. Et puis, il y a bien sûr la nouvelle génération palestinienne qui en a ras-le-bol d'entendre l'autorité palestinienne rabâcher le processus de paix, les négociations, le plan d'Oslo. Il n'y a plus de plan d'Oslo, il a 28 ans d'âge, il a échoué. Il faut que Mahmoud Abbas ait le courage de dire nous avons échoué à assurer ce qu'on a promis aux Palestiniens. Ça veut dire une souveraineté dans un État. Nous ne sommes ni souverains, ni on a un État. On a moins de territoire aujourd'hui qu'on en avait avant les accords d'Oslo. C'est vous dire combien on a régressé. Il y a une nouvelle génération, celle que vous avez vue sur les images de la télévision, qui était à Gaza, qui était à Jérusalem-Est, qui était dans les villes israéliennes où habitent 2 millions de citoyens. Non, pas 2 millions. Si,
2 millions, 20% en tout cas, peut-être 1,5 million, 20% de la population israélienne est palestinienne, ce qu'on appelle dans le jargon médiatique les Arabes israéliens. En fait, c'est des Palestiniens israéliens. Ils ont d'ailleurs 15 députés à la Knesset. Et donc, je dirais que toute cette génération, et c'est quand même c'est très intéressant sur le plan humain que cette attaque tellement terrible contre les Palestiniens à Jérusalem, à Gaza, dans les villes où vivent les Palestiniens d'Israël, a réunifié le peuple palestinien. C'est rare que dans un même mouvement de solidarité, vous ayez les citoyens de Jérusalem-Est, les citoyens des territoires occupés, les citoyens des villes où habitent les Palestiniens israéliens, et puis les réfugiés à travers le monde et leurs amis. Tout le mouvement de solidarité de Sydney jusqu'à Bagdad, en passant par Londres, avec dans une ville comme Minneapolis 200 000 manifestants et 150 000 à Londres. Le seul endroit où elle a été interdite, c'est à Paris, bien que dans le reste des villes de France, on a eu ça. Donc, je pense qu'il y a un concours de plusieurs choses qui fait que l'explosion a eu lieu aujourd'hui. Souvent, les militants me demandaient, mais Leïla, pourquoi est-ce qu'ils ne se relèvent pas, les Palestiniens? Pourquoi il n'y a pas une nouvelle intifada? Je leur disais, attendez, le mouvement social, le mouvement populaire qui n'est dirigé ni par Fatah, ni par Hamas, ni par Abbas, ni par Haniyeh, c'est un mouvement de la vitalité de la société. La société palestinienne est une société de résistance. Elle a ses propres règles, elle a ses propres perceptions du moment historique et elle se lèvera le moment où il faut. Eh bien, ce mouvement est arrivé. Aujourd'hui, je ne pense pas que le cessez-le-feu soit le retour à la paix, mais ça nous permet de limiter le nombre que je viens de vous citer d'écoles, de bâtiments, de familles, d'enfants tués parce que le prix est beaucoup trop cher et que nous sommes un petit peuple et que nous avons le droit de vivre. Alors justement, vous avez évoqué le cessez-le-feu qui n'est pas la paix. Régulièrement, que ce soit tous les 3 ans, 4 ans ou 5 ans, on assiste malheureusement à la même chose, et notamment des attaques contre la bande de Gaza et puis la continuation de la colonisation en Cisjordanie. Alors, d'abord, comment est-ce que vous jugez l'attitude de ce qu'on appelle un peu facilement la communauté internationale, mais plus particulièrement peut-être celle des États-Unis, de l'Union européenne et de la France? Alors, je dirais qu'une des raisons pour l'explosion, c'est encore une fois ce flair naturel de la société civile palestinienne qui n'en peut plus de la lâcheté, de l'hypocrisie, de la complicité de ce qu'on appelle la communauté internationale, ça veut dire les Arabes, il ne faut pas disculper les Arabes. Les Arabes, ils sont quand même 21 pays, hein, et pas des plus faibles dans le monde, inclure l'Arabie saoudite. Les Arabes, les Européens, ils sont 27, ils ne sont plus 28, mais ils sont très forts, ils représentent un demi-milliard de gens dans le monde et probablement le continent le plus riche, très investi sur le plan financier et absent sur le plan politique. Et les Américains. On va commencer par les Arabes. Moi, je pense que ce qui vient de se passer est une gifle pour les États arabes qui ont normalisé leurs relations, pensant se présenter comme les gentils, et en fait, tout ce qui les intéresse, c'est s'opposer à l'Iran. Deuxièmement, les Européens. Les Européens, je ne sais pas qui a fabriqué cette règle qu'il faut l'unanimité pour une décision politique entre les 27, mais elle mine la position européenne. Jamais 27 États ne se mettront d'accord sur une position de politique étrangère, en particulier lorsque vous avez certains pays comme la Hongrie, comme la Pologne, comme la Roumanie, qui vont complètement voter en faveur d'Israël. Et donc, je pense réellement qu'il y a au niveau de l'impunité, il faut retenir ce mot, l'impunité, lorsqu'elle est accordée à un État, à une armée, même à un enfant dans une famille, elle est productrice de violence, de destruction et de guerre. Et il y a une impunité accordée à Israël depuis 54 ans. Lorsque les gens me disaient, mais pourquoi ça a explosé? Je dis, parce que ça fait, dans une semaine, le 5 juin, ça fait 54 ans qu'il y a 5 millions de personnes qui vivent sous l'occupation militaire. Ça veut dire que pour circuler, pour manger, pour creuser un puits, pour aller d'un endroit à l'autre, pour défendre les enfants qui vont à l'école,
a besoin d'un permis militaire et soumis à la répression militaire. Nous avons 4000 prisonniers politiques dans les prisons qui sont arrêtés quelquefois sans aucune accusation. Ça fait 54 d'occupation militaire. Vous imaginez s'il y avait eu 54 ans d'occupation allemande en France, ce que ça aurait donné? Un traumatisme national d'une très grande... C'est pour ça que je trouve que c'est miraculeux que les Palestiniens continuent à dire nous voulons une solution avec l'État d'Israël, à côté de l'État d'Israël, avec la communauté internationale qui, elle, est tellement sans vitalité, sans imagination, que c'est tragique. Mais je dirais qu'il n'y a pas seulement la crise de la communauté internationale. Il y a deux autres crises très importantes. Il y a la crise du système politique israélien, parce que 4 élections parlementaires pour former une majorité qui échoue. Maintenant, on parle d'une 5e session d'élections parlementaires peut-être en été, puisqu'ils n'arrivent pas à avoir les 61% de majorité, et une crise très profonde palestinienne aussi, parce qu'il faut savoir être autocritique. Il y a une très grande crise de légitimité de l'autorité palestinienne issue de l'OLP qui a promis il y a 28 ans que nous aurons petit à petit une souveraineté sur le territoire et un État en Cisjordanie, à Gaza et Jérusalem-Est. Nous en sommes plus loin que jamais. Et donc, cette autorité palestinienne devait elle aussi aller à des élections que le président Abbas a décidé d'annuler en disant que comme on ne peut pas avoir une permission pour élire à Jérusalem-Est, que les citoyens de Jérusalem-Est ne peuvent pas participer aux élections, il a annulé toutes les élections parlementaires, présidentielles et même celles de l'OLP. Ce qui était une décision vraiment très, très, comment dire, lâche, comme je dirais des Européens, parce qu'on aurait pu faire ces élections. On ne demande pas la permission à notre occupant d'aller élire à Jérusalem-Est. On va et on dit, on y va sans permission. Vous savez, si le président Abbas avait eu le courage de prendre cette décision, qui était applicable d'après tous ceux qui s'occupent du système électoral, nous aurions eu un mouvement magnifique et non militaire. Je pense qu'il n'y a pas de solution militaire avec une puissance nucléaire. Comment vous voulez vous mesurer à une puissance qui a 200 têtes nucléaires et qui est la 4e puissance armée? Et nous avons vu de quoi ils sont capables en 11 jours, ce qu'ils ont détruit en 11 jours. Mais on aurait pu gagner une grande bataille politique, en particulier à Jérusalem, puisque le sujet des élections qui ne pouvaient pas avoir lieu, c'était Jérusalem. Et nous aurions unifié les Palestiniens partout. Malheureusement, Mahmoud Abbas a préféré annuler qu'autre chose. Donc, il y a 2 crises de légitimité israélo-palestinienne. Et la situation israélo-palestinienne, elle est toujours comme un miroir. Tout ce qui se passe chez eux a une répercussion chez nous. Tout ce qui se passe chez nous a une répercussion chez eux. C'est parce que nous, on est affaiblis que le Hamas s'est renforcé. C'est parce qu'eux n'ont pas pu faire un gouvernement que Netanyahou veut déclencher une guerre militaire à Gaza. Parce qu'on se demande pourquoi il a fallu faire... Il y a 2 mois, M. Netanyahou permettait au Qatar d'envoyer des valises pleines de dollars qui étaient acheminées à Gaza avec l'aide de l'armée israélienne aux frontières pour payer les salaires. Alors comment en 24 heures, au lieu de financer le paiement des salaires, ils bombardent les gens avec les mêmes interlocuteurs de Hamas, qui sont les grands responsables qu'ils ont juré de tuer, qui ne sont pas arrivés à tuer d'ailleurs. Et je dirais que la crise de légitimité, les mauvaises décisions de l'autorité ont fait que le Hamas a gagné le cœur des gens. Parce que lorsqu'on est écrasé par une puissance militaire comme ça, humainement, on a besoin d'une réponse de la même barbarie, disons. Il y a une barbarie, un terrorisme d'État avec les avions israéliens et il y a un terrorisme qui fait qu'on envoie des obus sur des civils. Mais je ne suis pas d'accord qu'on appelle terrorisme l'assassinat des civils israéliens et pas l'assassinat des centaines de civils palestiniens. Et donc, je crois qu'il y a toutes ces choses-là qui sont... Il y a une bonne chose qui sort de tout ça, de ce bilan. C'est le retour du sujet Palestine sur la table comme incontournable. Il est bien sûr tragique parce que c'est comme Sisyphe, il faut remonter la montagne chaque fois, mais on remonte la montagne. Il y a une vitalité. Mais comme je dis au début, il faut que les gens meurent pour que la Palestine redevienne au centre du débat. Il y a une deuxième chose qui est très importante, qui est l'arrivée de M. Biden. Parce que
nous sommes en train de payer la facture des horreurs de la politique de l'ancien président américain, M. Oui, Trump. mais justement, Et on je avait pense que quand M. même, Biden, Leïla, on avait quand même, oui, pas mal d'espoir avec l'arrivée de Joe Biden en remplacement de Donald Trump. oui, Ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, c'était toujours encore un blanc-seing donné à Israël pour bombarder. c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué parce que le blanc-seing, vraiment, c'était Trump. Ça veut dire, Trump, son programme était dicté par Netanyahou. Tout son deal of the century, l'accord du siècle, a été littéralement dicté par Netanyahou et ses conseillers qui ont été aux États-Unis. Non, ici, on n'est pas dans... Mais Biden est un ami d'Israël, il n'a jamais caché, il l'a toujours dit. Les Américains, Blinken, c'est la même chose. Mais pour arriver au pouvoir, Biden a dû faire un accord avec les différents courants de son parti, le Parti des démocrates, dont le courant de Bernie Sanders. Et le courant de Bernie Sanders inclut des élus au Congrès et au Sénat qui sont très sensibles à des principes. Bernie Sanders a le courage de dire « je suis un socialiste américain », ce qu'aucun Américain ne dirait jamais de sa vie, parce que c'est du blasphème de parler de socialisme chez les Américains. Lui a intervenu de manière extraordinaire au Sénat. Les députés qui sont originaires de plusieurs pays, dont Rachida Tlaib, qui est palestinienne, dont Octavio Paz, l'élu de New York, qui a contrecarré la décision de vendre Cortés, voilà, qui essaie de faire une loi pour empêcher les Américains de vendre encore des missiles qui entrent profondément dans la terre et qui font tellement de dégâts. Il y a aujourd'hui au sein du Parti démocrate un débat qu'il n'y a jamais eu avant, même du temps d'Obama. Il n'y a jamais eu au sein du Parti démocrate des gens qui se lèvent au Congrès, au Sénat et dans les médias et qui disent « mais si nous parlons de droit à l'autodéfense, les Palestiniens ont autant de droits que les Israéliens. Si nous parlons de droit à la souveraineté et à la liberté, les Palestiniens ont les mêmes droits parce que nous croyons. Si nous disons Black Lives Matter, qui est un immense mouvement qui a amené Biden au pouvoir, qui est le mouvement des Afro-Américains qui se sont mis ensemble, et c'est pour ça qu'on a une vice-présidente qui les représente, Kamala Harris, c'est parce que ce mouvement est une nouveauté dans la société américaine, civile, et qui est très pleine de vitalité. Maintenant, c'est eux qui disent Palestine, d'ailleurs, c'est Sanders qui a dit en plein Sénat, Palestine Lives Matter, exactement comme Black Lives Matter. Donc, il y a un aspect qui est au-delà des frontières de la Palestine et d'Israël, qui est l'écho de ce conflit dans le reste du monde, comme a été la lutte du peuple vietnamien, comme a été la lutte du peuple algérien, comme a eu la lutte de l'ANC, du peuple sud-africain, qui, dans ces grandes luttes où il y a un tel déséquilibre, vous ne pouvez pas gagner devant des armées régulières qui ont des fantômes et des missiles et des bombes nucléaires et des tanks, comme toutes les armées américaines, israéliennes ont eu, ou françaises. Vous gagnez parce que vous gagnez l'opinion publique. D'où l'importance de la solidarité internationale qui s'est manifestée de manière, je dirais, très bouleversante, très touchante, qui a beaucoup de mérite dans ces dernières 2 semaines. Et je regrette encore une fois que les autorités françaises se sont crues obligées d'accuser les militants de la solidarité d'antisémitisme et d'empêcher les manifestations à Paris. Et on a vu qu'il n'y a eu aucun slogan antisémite dans le reste des villes de France qui ont manifesté. Et donc, je pense que malheureusement, nous devons ça à la proximité des élections et à certains lobbies qui croient que s'ils accusent d'antisémitisme toute critique à l'égard de l'État d'Israël, ils gagnent des voix, ce qui est vraiment pas du tout le cas et qui est très dangereux pour un pays comme la France où la laïcité et les droits de l'homme ont toujours joué un rôle tellement important. Cessez le feu, on disait, ce n'est pas la paix. Et maintenant, que faut-il faire? Le ministre allemand des Affaires étrangères, pourtant très pro-israélien, il le proclame lui-même, disait il faut maintenant s'attaquer aux causes. Donc de quoi parlons-nous? Oui, mais on dirait qu'il ne connaît pas les causes.
Alors, il me fait sourire, le ministre allemand, il n'a pas osé parler d'une victime palestinienne. Il n'a parlé que des 12 victimes israéliennes à son arrivée en Israël. Mais on s'en fout. On sait comment Israël utilise la tragédie du génocide pour rappeler à l'Allemagne qu'elle n'a pas droit à la parole. Mais tout le monde, ça veut dire les États, les gouvernements, les médias qui prétendent que l'histoire a commencé il y a 2 semaines, prennent leurs lecteurs et leurs citoyens pour des imbéciles. L'histoire a commencé il y a 54 ans lorsqu'il y a eu une occupation de territoire par la force, il y a eu un transfert de population de la puissance occupante vers la puissance occupée, ça s'appelle les colonies, qu'elles sont illégales dans tout le droit international, qu'on a annexé Jérusalem-Est sans avoir aucune reconnaissance légitime pour l'annexion, parce que l'annexion est un mouvement unilatéral militaire, qu'on a annexé le Golan, ce qui est aussi illégal, qu'il y a une répression incroyable, que la bande de Gaza, qui est la densité la plus énorme du monde et la plus pauvre du monde, est assiégée maintenant depuis plus de 14 ans, et que les gens sont affamés et que les gens sont pris comme comme on dit toujours, une prison à ciel ouvert, ce qui est vrai. Et que donc prétendre que Hamas exprès met ses missiles dans les régions où il y a des civils, c'est stupide parce que ça veut dire qu'on n'a jamais été à Gaza. Il n'y a pas 1 centimètre de terre libre. Il y a une telle densité. Donc bien sûr, ils mettent leurs armes là où ils veulent et souvent malheureusement à côté des civils. Mais pourquoi est-ce que Gaza est enfermé? Pourquoi Gaza n'a pas le droit de circuler, de s'ouvrir, de commercer? Et donc maintenant, le président Biden, un peu honteux d'avoir pendant 10 jours s'être opposé à toute résolution venant du Conseil de sécurité. Il est très content d'avoir assuré à travers l'Égypte le cessez-le-feu. Il promet une aide très généreuse pour la reconstruction. Sauf que la question de la Palestine et la question de Gaza, elle n'est pas seulement humanitaire. Nous n'avons pas vécu un tsunami. Nous vivons depuis 54 ans et depuis 74 ans une dépossession de notre droit à la liberté, à la souveraineté. Et il faut plus que de l'argent pour aller, comme soi-disant monsieur le ministre allemand Haas le dit, aux causes. Les causes, c'est l'occupation militaire, c'est la colonisation, c'est l'arrestation des prisonniers politiques, c'est l'impunité totale de toutes les violations des droits de l'homme jusqu'à ce qu'on aille à la Cour pénale internationale pour faire reconnaître que ce qu'Israël fait aux Palestiniens depuis des années, c'est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et donc, je pense qu'on ira d'ailleurs. Mais je dirais que je ne pense pas qu'on puisse prétendre revenir vers le statu quo. Monsieur Blinken qui débarque dans la région, vous savez, Biden et Blinken, Biden le président et Blinken son ministre des Affaires étrangères, espéraient s'occuper de l'Iran, de la Chine, de l'Union européenne et ne pas s'attaquer à un sujet qui est compliqué et difficile. Sauf que la réalité politique est plus forte, elle s'impose. Et la réalité palestinienne s'est imposée. Donc, ils sont obligés de s'occuper. Mais s'ils vont revenir au jargon du processus de paix avec des réunions à Washington au Caire et à Tel Aviv, on n'ira nulle part. Ça va exploser de nouveau, pas dans quelques années, dans quelques semaines, dans quelques mois, parce que la nouvelle génération qui est née après Oslo, on a dit qu'Oslo a 28 ans, tous qui ont moins de 28 ans, ils n'ont jamais connu que les mauvais effets d'Oslo. Ils n'ont plus aucun espoir et ils ont confiance dans le fait qu'ils ont droit à la justice, droit à l'égalité des droits. Ils se sentent citoyens du monde. Ils considèrent qu'ils peuvent lutter non seulement en Palestine, mais aussi en Israël, dans ce qu'on appelle les villes mixtes. Ils peuvent aussi lutter à Beyrouth, dans les camps de réfugiés, ou à Minneapolis, où il y a beaucoup de réfugiés palestiniens qui sont naturalisés citoyens américains. Ils arrivent même au Congrès, comme Rachid Tlaib. Okay? Et donc, il y a une déterritorialisation de la lutte palestinienne. Elle n'est plus confinée à ces territoires qu'on nous avait imposés à Oslo, A, B et C. D'ailleurs, ils ont pris C, donc A et B. Pour se libérer de ce carcan, les Palestiniens sont en train de porter leur combat de manière pacifique, de manière culturelle, de manière politique sur des bases d'éthique et de droit qui reconnaît d'ailleurs le droit des Israéliens. On a le beau rôle parce que nous, on a déjà reconnu l'État d'Israël, ses frontières et le droit du citoyen israélien, ce qu'Israël n'a pas fait à l'égard des Palestiniens. Et donc, cette manière d'internationaliser leur combat renforce les Palestiniens. Et ça,
Ce n'est pas le processus de paix qu'on a connu pendant 28 ans. On nous disait patienter, ça va venir. On a patienté 28 ans, ce qui était une erreur. Et j'ai été ambassadeur de la Palestine pendant 25 ans. Je reconnais qu'on n'aurait jamais dû patienter 28 ans. On aurait dû très vite voir qu'en fait, il n'était pas sérieux à propos de la souveraineté et la liberté et l'État de Palestine et arrêter et la coordination sécuritaire et la collaboration et de dire on ne peut pas être les seuls à respecter Oslo lorsque tous les premiers ministres qu'on a vus depuis l'assassinat de Rabin ont lutté contre Oslo. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est d'une nouvelle dimension avec une nouvelle génération, même une nouvelle génération israélienne. Vous allez voir, parce que beaucoup de cette provocation, qui sont les gens avec qui Netanyahou a provoqué au Haram el-Sharif? Ce n'est pas l'armée. C'est les colons, c'est les jeunes colons que vous avez vus le 10 mai porter les drapeaux, c'est les partis racistes, nationalistes, religieux, fascisants qui criaient mort aux Arabes à Jérusalem, que ce soit pendant le Ramadan ou le jour, soi-disant, de la réunification de Jérusalem. Ça, c'est les miliciens de Netanyahou. Il en a fabriqué un parti avec M. Ben Gvir, qui est un homme qui était interdit de siège à la Knesset et qui a maintenant 6 députés à la Knesset, toujours par manipulation pour avoir une majorité. Et la plupart des démocrates israéliens n'ont pas envie d'avoir comme représentants des racistes qui crient mort aux Arabes comme on crie mort aux Juifs. Et donc, il y aura aussi il y aura, à mon avis, aussi dans la société israélienne une prise de conscience sur le fait qu'il faut qu'ils défendent leur propre démocratie. Vous savez combien de Palestiniens il y a aujourd'hui en 2021 en Palestine, autant que de Juifs israéliens. Si vous comptez les habitants de Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem et d'Israël, il y a autant. Et donc, si il n'y a pas une prise de conscience dans la société israélienne qu'il faut arriver réellement à quelque chose qui donne des droits égaux aux deux parties, c'est pas important, un État, 2 États, une confédération, une fédération. L'important, c'est que la jeunesse palestinienne, elle connaît ses droits maintenant. Et comme elle n'est pas dans le rejet total, ce n'est pas une guerre de religion. Tout ce baratin, c'est Netanyahou qui a voulu en faire une guerre de religion et ce n'est pas une guerre de religion. Et il n'y a pas d'antisémitisme. C'est une guerre coloniale. C'est une résistance anticoloniale, comme celle du Vietnam, comme celle de l'Algérie, comme celle de l'Afrique du Sud, et elle rétablira avec les anticolonialistes israéliens, nos amis comme Michel Warshawski, comme tous nos amis qui militent aussi en Israël, le rapport qu'il faut pour continuer cette nouvelle phase, mais sûrement pas dans les petits pas d'un processus de paix qui va durer encore 28 ans. Il faudra que ce soit réellement une manière beaucoup plus saine dans la reconnaissance du fait que les citoyens palestiniens doivent avoir les mêmes droits. Après, dans quelle forme d'État, de souveraineté, on en discutera. Mais avant, il faut mettre fin à l'occupation et donner les mêmes droits aux citoyens palestiniens qui habitent en Cisjordanie, à Gaza ou en Israël ou dans les camps de réfugiés, des droits de citoyens. Leïla Chaïd, merci beaucoup. Ça donne de l'espoir, mais en même temps, on voit les difficultés qui s'amoncellent. Alors, un peu les gens se demandent, notamment en France, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait en tant que citoyens pour aller dans ce sens-là? Ah oui, moi je pense que la France, c'est pour ça que je suis tellement, comment vous dire, je suis choquée, je suis très peinée que dans un pays que j'ai connu depuis 1974, puisque j'y ai étudié, que j'étais présidente de l'Union des étudiants avant d'être ambassadeur, où il y a une telle solidarité, hein. Il y a de la coopération bilatérale, de la solidarité, il y a des intellectuels, il y a des étudiants, il y a des syndicalistes, il y a des militants politiques. Comment on peut oser dire qu'ils sont antisémites et qu'on annule une manifestation de solidarité sous le prétexte qu'on a peur de débordements antisémites? Mais c'est nous qui allons casser les gueules aux antisémites s'ils essayent de venir dans nos manifestations. On n'a pas besoin de recevoir des conseils du ministre de l'Intérieur. Et je trouve que c'est scandaleux que dans un pays qui a montré une telle vitalité, et cette vitalité, elle commence avant tout dans les classes populaires françaises. Et donc, je pense que, comme j'ai dit, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où la lutte, elle est pas seulement dans les territoires occupés, mais aussi à l'extérieur. Elle est universaliste, elle est internationale et elle rejoint
la lutte de tous les autres gens qui luttent dans le monde, aux États-Unis, en Afrique, dans le monde arabe. Les printemps arabes n'ont pas disparu, ils sont sous terre, mais ils reviendront. La solidarité en France est très importante parce qu'elle a cette sensibilité, cette société française, et une connaissance avec tout ce que nous faisons ensemble, que ce soit la coopération décentralisée, que ce soit les sections de l'association France-Palestine, que ce soit l'Assemblée nationale qui a écrit une lettre. Il y a 2 députés qui ont écrit une lettre à M. Macron déjà le 11 mai en lui disant « On ne comprend pas pourquoi vous ne vous exprimez pas sur toutes ces violations qui ont lieu. Pourquoi la France est le dernier pays, après avoir été à l'avant-garde de la diplomatie active, elle n'a plus une opinion même. Il n'y a pas eu d'opinion. Et il y a eu des dizaines de membres de différents partis, de l'extrême gauche jusqu'à la droite, qui ont signé cet appel des députés de l'Assemblée nationale et ils n'ont toujours pas de réponse du président. Et donc, je dirais que c'est très important que cette mobilisation, en France en particulier et en Europe, parce que la France, en Europe, moi j'ai été ambassadeur à Paris puis à Bruxelles, la France est une locomotive, que ce soit sur le plan étatique et gouvernemental ou sur le plan citoyen, parce qu'elle est toujours comment dire, à l'avant-garde des luttes. On a regardé le Vietnam et l'Afrique du Sud et l'Algérie. Il est temps que la Palestine aussi fasse partie de ça et il faut lutter contre cette ignoble accusation. Regardez comment, parce que nous approchons d'élections électorales, il y a une forme de volonté de transformer la société avec la Palestine ou le combat palestinien en quelque chose qui serait de l'islamo-gauchisme. Comme si, lorsque les citoyens français de confession musulmane ne voient qu'une idée de séparatisme, au contraire, la première chose qu'ils veulent, c'est s'intégrer à la République, mais ils veulent qu'on les traite eux aussi de manière égale avec les autres. Et donc, je pense que nous avons un travail énorme à faire et que peut-être que nous sommes fatigués un peu les Palestiniens et quelquefois nous n'en faisons pas assez avec nos amis. Moi, en tout cas, j'essaye même à la retraite de continuer à le faire et je pense réellement que ce mouvement de solidarité, il est essentiel pour les Palestiniens aujourd'hui parce qu'ils ont besoin de savoir qu'au-delà des checkpoints israéliens et des tanks israéliens et des murs israéliens, ils ont des amis dans le monde dont le cœur bat au même rythme et qui participent à faire pression sur leur gouvernement. Qu'est-ce qui a fait changer M. Biden? C'est la pression de la base du Parti démocrate. La même chose doit arriver aussi dans les partis politiques français. Leïla Chaïd, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt.